merci d'être venu. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour introduire le film? Sans tout dévoiler. Hein. Voilà. Sans tout dévoiler. Bonsoir et merci d'être là. Je suis ravi de présenter le film ce soir. Oui, c'est ma première avant-première non parisienne et non festival. Donc c'est un peu particulier de dire ça comme ça. Je vais pas dire grand-chose sur le film parce qu'effectivement, dès que je commence à en parler, je révèle des trucs. Ce serait dommage. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin, si vous pouvez. Surtout qu'on sera présent pour un question-réponse. Voilà. C'est ça. Donc, j'ai juste une question. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà les courts-métrages et moyens-métrages de Bertrand? Ok, merci. Il faut savoir qu'à partir du 28, à partir de la sortie du film, on reprendra 4 des courts-métrages de Bertrand, dont Qu'y a-t-il une vierge encore vivante, Dépressif Cop, Préhistorique Cabaret et Notre-Dame des Hormones. Et Notre-Dame des Hormones. Voilà, pour ceux qui sont curieux. À tout à l'heure, merci, bonne connexion. Les garçons sauvages, ou les garçonnes sauvages, comment on dit maintenant? À la fin du film, comment on dit? On dit toujours les garçons sauvages, mais on dit les actrices sauvages aussi, parce que c'est un film aussi qui repose sur le désir de proposer à des actrices des rôles qu'on n'a pas l'habitude de leur proposer, à savoir de jouer des garçons. Et voilà, je trouve qu'elles ont été formidables. Enfin, j'ai pas revu le film, hein, mais chaque fois que je revois, je suis toujours impressionné par leurs prestations et leur. C'est pas tout à fait de l'abandon, mais en tout cas la confiance qu'elles m'ont donnée et puis tout ce qu'elles ont amené en faisant ce film, quoi. Donc voilà, moi je veux les. Ils sont pas là ce soir bien sûr, mais je veux les saluer. Toutes les 5, 6, 7, 8, enfin tous les acteurs quoi, qui ont participé à ce film. Moi j'ai vu le film en octobre au Festival de Auch. Je ne savais rien sur le film. Pendant tout le film, Pauline Noyard, je me suis dit, mais je connais cette tête. Et effectivement, parce qu'on l'avait sur scène ici, dans la pièce Je suis un pays de Vincent Macaigne. Et puis d'un coup, je l'ai vu, je me suis dit, juste à la fin, je me suis dit, oui, c'est Pauline. Et puis c'est Pauline, et puis c'est Villamain. Enfin, c'est une bande en fait. C'est ça, je crois, aussi que toi, tu as voulu créer. On sent ça dans le film, il y a quelque chose. Elles sont un peu, pas toutes interchangeables, mais elles sont. C'est un groupe, quoi. Comment tu as travaillé ça avec elles? Comment s'est fait cette transformation? Parce que du coup, ça se fait dans tous les sens, mais comment tu as créé cette notion de groupe? Je voulais vraiment traiter de la meute, quoi, enfin du groupe, donc créer un groupe cohérent. Et alors, bon, je vais partir sur la genèse du projet. Quand j'ai commencé à penser à ce film, ou penser que ce film était possible, c'est un moment où j'ai rencontré Vima Laponce. Je l'ai rencontré, j'avais une sorte de rétrospective à la Villa Médicis où on présentait mes cours. Et elle était présente pour préparer son spectacle. Je ne sais pas si c'est venu ici, Grande. Hein. Non, pas encore. Pas encore. Qui est un spectacle formidable. Et voilà, et Vimala, moi je l'avais vu dans La fille du 14 juillet, dans différents films, et en la rencontrant, je me suis rendu compte que c'était une fille qui avait une actrice qui a un champ des possibles extraordinaire, une énergie incroyable, et tout de suite je lui ai parlé des Garçons sauvages, quoi, qui étaient vraiment en gestation. Et ça l'a emballé, l'idée. Et puis après, quand le film a commencé à voir le jour, c'est-à-dire quand il a reçu des financements, qu'il a été question du casting, eh ben j'ai rappelé Vimala, mais elle a passé un casting aussi comme les autres, puisqu'il n'y avait pas de raison, j'allais dire, qu'elle ne suive pas le même processus, puis il fallait que je vois vraiment si ça fonctionne. Et là, on a, avec ma directrice de casting, Chris Portier de Bel Air, on a vu un panel assez important d'actrices qui étaient très très motivées pour incarner des garçons.
Et la première chose qu'on a faite, c'est que je leur ai montré mes films, puisque c'est des univers assez particuliers. Donc, pour les entraîner comme ça, on a tourné sur l'île de la Réunion pendant cette semaine, avec des moyens qui n'étaient pas énormes. Donc, il faut vraiment adhérer à l'univers, quoi. Il faut vraiment pouvoir se fondre comme ça dans cet univers. Et je ne peux pas m'embarquer avec des acteurs qui font ça pour de mauvaises raisons, j'allais dire. Donc j'avais besoin de sentir l'intérêt par rapport au projet. Donc j'ai vu beaucoup de filles qui me racontaient leurs impressions par rapport à mes courts et moyens métrages. Et puis après, moi, j'avais une discussion avec elles où je les interrogeais sur leur part masculine, leur part féminine. C'était vraiment une discussion à bâton rompu. Et d'ailleurs, c'était peut-être plus moi qu'elle qui parlait. Je leur racontais le film tel que je le voyais. La directrice de casting, Chris, les mettait en garde en leur disant « Attention, ça va être très dur, Bertrand aime que les acteurs rentrent dans la boue, etc. » Et à l'issue de cette discussion, moi je prenais une photo. Et puis après, on en rediscute avec Chris. Et de façon évidente, je me disais elle, je peux y croire en garçon, elle, non. Et donc on a gardé un groupe comme ça d'actrices qui nous parlaient, disons, qui nous semblait possible pour jouer les garçons sauvages. Alors savoir que moi je voulais pas rentrer dans une spécificité physique pour ce groupe. Je ne voulais pas avoir le gros, le petit, le maigre, etc. Je voulais vraiment qu'elles aient presque toute la même silhouette, un petit peu comme un groupe de rock comme ça. Que d'un premier coup d'œil, on ne puisse pas les différencier et qu'après la différenciation se fasse vraiment par leur interprétation et par leur façon de digérer les personnages que j'avais définis. Donc après, on a fait des essais assez longs où j'avais écrit trois scènes qui ne sont pas dans le film. Une scène où un des garçons était confronté à sa mère, une autre scène avec une dispute de deux garçons, et une scène où un des garçons jouait avec la tête du capitaine. Et à chaque fois, c'était Elina Levenson qui joue Séverine, qui leur donnait la réplique. Donc voilà, et à l'issue de ces essais, au début il y avait 6 personnages. J'ai condensé 2 personnages en un. Et voilà, à l'issue de ces essais, voilà, j'ai conservé ce groupe qui me semblait assez cohérent, ces actrices qui après se sont complètement données dans le film. Et c'est Vincent Macken qui m'avait parlé de Pauline en premier. Il m'a dit, il faut à tout prix que tu travailles avec elle, tu verras, elle est incroyable. Et enfin, Vincent, quoi. Et effectivement, je l'ai rencontrée et elle est incroyable, quoi. Si vous avez des questions, c'est le moment d'en profiter. Vous levez la main, je vous passe le micro pour que tout le monde puisse entendre. N'hésitez pas. C'est quoi, selon vous, être une femme, en fait? C'est juste avoir des seins Enfin, j'ai pas tout à fait compris, en fait, la manière dont vous appréhendiez le fait d'être une femme. Alors, dans le film, ce sont des garçons qui deviennent physiquement des femmes, mais qui restent des garçons. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer ces personnages s'adapter à leur nouveau physique, mais dans le fond, ils restent les mêmes, quoi. Ils vont après affronter le monde avec leur nouveau corps, mais ce sont des garçons, ce sont toujours des garçons. Et ça, c'était assez intéressant parce que quand j'ai travaillé avec les actrices sur cette partie-là, je me souviens de leur avoir dit bon, maintenant les personnages sont devenus des femmes et elles avaient tendance à surjouer une espèce de féminité un petit peu outrancière, quoi. Et finalement, je leur ai dit mais non, il faut que vous restiez ces garçons qui se font une espèce d'idée de ce qu'est la femme, mais qui le jouent un peu maladroitement, et qui restent eux-mêmes, quoi. Donc dans le fond, ce sont des garçons transformés physiquement, mais qui restent les mêmes personnes.
J'ai pas répondu à votre question sur l'idée que je me fais de la femme, mais je... Alors, moi, ma question, je me demande si j'ai bien compris l'histoire, parce que, indépendamment de... C'est très bien filmé, les images, ça nous emporte un peu dans un fantasme, donc c'est réussi sur ce plan. Mais en fait, je voudrais savoir si j'ai compris. Est-ce que, pour les punir, ils deviennent femmes? Et il me souvient d'avoir lu quelque chose qui disait, donc c'est un peu confus ce que je vais dire, mais peut-être que quelqu'un dans la salle pourra m'aider, c'est que dans l'avenir, on serait ni homme ni femme. Donc il n'y aurait plus de sexe, ce serait bien. Donc c'est plus du tout le côté homme-femme, vous voyez ce que je veux dire? Mais moi j'ai vu ça comme une sorte de punition. En fait, ils viennent sur l'île et puis, d'ailleurs à la fin, c'était un peu, ils seront femmes et le monde sera meilleur. Donc ça oppose un peu le féminin et le masculin. Disons que moi j'ai pas tout à fait enfin j'aime pas trop la vision binaire homme-femme, quoi. C'est une vision que je trouve un peu réduite. Ce qui m'intéresse c'est de gommer les frontières. J'aime que ce soit flou, et ce qui m'intéresse c'est cette zone floue entre l'homme et la femme. Et c'est vrai que je vois un peu un avenir comme ça dans un monde sans frontières. Alors après, dans l'histoire, il y a une notion de castration, c'est-à-dire que cette méthode qui a été mise au point pour réprimer, soi-disant, les garçons violents, et un séjour sur cette île où on goûte aux fruits de l'île, un petit peu comme goûter à la pomme, quoi, en quelque sorte, mais sans trop mordre dedans. Et le fait de goûter aux fruits de l'île fait que on se féminise, ce qui en soi-disant réduit les ardeurs, mais d'un autre côté aussi, il y a les méthodes du capitaine, qui est cette façon d'attacher les garçons, et aussi de leur faire consommer ces fruits poilus qui leur font avoir des sortes d'hallucinations, et qui les assomment, quoi, en quelque sorte. Mais pour moi, on est dans une dystopie, c'est-à-dire que tout ça est un peu dérisoire, quoi. Le garçon qui, au début, est montré par le capitaine est une sorte de castrat, une sorte d'animal domestiqué, mais qui, dans le fond, reste toujours le même. Dans ce que je disais tout à l'heure à la personne qui m'a posé la question, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de... Enfin, je suis contre toute forme de punition, et il n'y a pas de morale par rapport à ça, il n'y a pas de voix. L'idée, ce qui m'intéresse dans ce film, c'est de montrer cette troupe de garçons qui s'adaptent à leurs conditions et qui continuent à être plus ou moins les mêmes, quoi. J'ai pas de discours par rapport à la punition, si vous voulez, si ce n'est que j'aime pas ça. Il n'y a pas une punition, mais enfin, vous interrogez le masculin et le féminin. Comme en ce moment, il y a beaucoup de choses, vous avez vu sur l'air. On voit que les hommes pourront faire des enfants. Donc voilà, tout ça, ça se balade dans la tête, quoi. Et donc, aussi, on peut voir... pourtant, la personne, à la fin, la femme, elle dit, fait bien sous-entendre que ça pourrait d'être meilleur. C'est un peu inquiétant quand même, le côté... Est-ce qu'on sait que... Peut-être qu'on ne sait pas encore ce que c'est qu'un homme, on ne sait peut-être pas ce que c'est qu'une femme. On devrait peut-être se poser des questions par rapport à ça. Je pense que on est loin d'avoir fait l'éducation, peut-être, et de connaître ce que c'est qu'un homme. C'est bien dommage d'ailleurs, pour eux et pour nous. Bah écoutez, j'entends ce que vous dites. Je n'ai pas tout compris, mais j'entends ce que vous dites. Quelles étaient vos intentions et références sur les plans littéraires, cinématographiques et sensoriels? Alors, d'un point de vue littéraire, c'était créer une sorte de télescopage entre des lectures d'enfance imposées, j'allais dire, les Robinsonades de Jules Verne,
et puis des lectures d'adolescence, des lectures plus troubles, des lectures que j'avais pu découvrir par moi-même, qui sont des lectures de William Burroughs, en l'occurrence Les Garçons Sauvages. Voilà, j'ai emprunté le titre à Burroughs. Et donc, j'ai voulu imaginer une bouture comme ça improbable entre ces récits qui sont dédiés à l'enfance et ces récits dédiés à l'adolescence, quoi. Donc voilà, ça c'est pour la base littéraire, j'allais dire. Et puis, d'un point de vue cinématographique, c'est plein de choses. C'est à la fois Sa Majesté des Mouches, qui était présent dans ma tête, puisque je l'ai découvert comme film avant de le découvrir comme livre. Et puis c'était aussi essayer d'embrasser un genre qui est un petit peu, qui est peu visité par les jeunes cinéastes. C'est le film d'aventure, le récit de voyage, etc. L'île au trésor, en quelque sorte. Et voilà, donc une bouture aussi improbable entre... Enfin, pour moi, je voulais faire un film transgenre, hein, dans tous les sens du thème, tous les sens du mot. Le mélange des genres, fantastique et film d'aventure, et le mélange des genres aussi sexuel, quoi. Je ne me rappelle pas exactement de la dernière phrase, mais je crois que ça finissait par surtout ne soyez pas vulgaire. Et donc pourquoi vous avez fini sur la vulgarité? Cette dernière phrase est là aussi la première phrase de la chanson, hein, c'est je voudrais être une fille sauvage. Pour moi, c'est le terme vulgaire est employé dans le film comme une sorte de mise en garde que donne le personnage de Séverine en disant si j'ai un conseil à vous donner, restez singulière, ne tombez pas dans la vulgarité d'être dans la masse, en quelque sorte, restez vous-même, quoi. Alors comme on est dans un contexte un peu fin du 19e, début du 20e siècle, j'ai employé ce terme qui était pour moi comme une ironie, puisque ce sont des personnages voilà, qui vont rendre avec toutes leurs idées préconçues, mais c'était vraiment l'idée de rester singulier, quoi, de rester soi-même. Moi, j'ai une question. C'est sur la musique. En fait, il y a 5 personnages, mais la 6e, enfin, je ne sais pas si c'est un personnage, mais la musique occupe une place importante dans le film. Quand tu construis ton film, est-ce que la musique est déjà là? Est-ce qu'elle arrive après? Comment? C'est jusqu'à la fin, en gros. Enfin, voilà, on reste là-dessus et... Quand je filme sans prendre le son. Donc la bande son, finalement, je filme en film, et donc tout ce que vous voyez est ce que j'ai filmé pendant le tournage. Il n'y a pas de post-production image, si ce n'est l'étalonnage, mais en revanche, la bande son, elle est construite après. Il y a une espèce de son témoin très rudimentaire, et donc c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps d'élaborer la bande son. Et quand j'écris, je me fais une sorte de bande son rêvée comme ça. Je fais une liste de musique qui voilà, pour moi c'est la bande son de mon cœur. Mais une fois que j'ai filmé, j'abandonne en grande partie cette bande son, et puis je vais garder les morceaux qui me semblent essentiels en espérant pouvoir avoir les droits. Donc là pour le coup c'était le morceau de Nina Hagen, qu'on entend pendant la séquence de la bataille dans les plumes, où voilà, il y a aussi cette notion de mutation dans la voix de Nina Hagen, puisque ça part dans les aigus. Il y avait un morceau de Cluster aussi dans le Jardin d'Éden. Bref, 2-3 morceaux comme ça que je conserve. Et après, c'est un travail par strate, quoi, hein, où j'ai fait appel à des musiciens qui s'appellent Scorpion Violente, qui m'ont proposé plusieurs morceaux. Et j'en ai conservé 2. Et puis une musicienne
musicienne islandaise qui s'appelle Ekla, qui m'avait passé plusieurs morceaux qu'elle était en train de travailler pour un disque. J'aimais beaucoup son rapport à la voix, parce que la voix est très importante dans la bande-son du film. Donc Ekla, elle travaille un petit peu sur le chant des baleines ou le chant des sirènes. Et le troisième musicien essentiel qui a fait le ciment, c'est Pierre Desprats, donc j'ai rencontré en élaborant le film, et qui lui a su traduire mes désirs musicaux, qui a su comprendre mes élans de mauvais musicien ou de musicien frustré. Voilà, on a travaillé ensemble, c'était des allers-retours comme ça, il venait chez moi, je lui chantonnais vaguement des mélodies qu'il se réappropriait, et puis on a pu comme ça construire finir de construire la bande-son. Après le film. Après le film, une fois que le film était fini, et puis après avoir enregistré une grande partie des voix, fait une grande partie des bruitages, moi-même je fais des bruitages un peu électroniques ou décalés dans le film, donc c'est vraiment un millefeuille, quoi. Et je remplis beaucoup la bande-son pour après la creuser, pour essayer de trouver une sorte de circulation un petit peu organique pour pouvoir, comment dirais-je, faire voyager le spectateur dans cette bande-son. Je pense ça parce que comme du coup il y a le vinyle qui est disponible sur la bande-son du film, je me disais que c'était vraiment quelque chose de très important aussi pour toi. Oui, c'est important parce que j'aime la musique au cinéma. Enfin, je ne vais pas bouder mon plaisir et j'aime l'idée de créer des morceaux qui soient propres au film, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les morceaux d'emprunt, mais il y a toute la création musicale. Et Pierre a fait un travail absolument incroyable, quoi. Jusqu'au dernier morceau qui clôt le film, le morceau du générique. Moi, dans mes maquettes, j'avais mis un morceau des Stranglers de l'album Féline, Midnight Summer Dream, mais voilà, après c'était compliqué pour les droits et on s'est dit qu'on allait créer notre propre morceau, ce qui n'était pas facile de passer derrière ce que j'avais en tête, qui était ce morceau des Stranglers. Et là, on a pris un morceau que le frère d'Elina Levenson avait composé, donc il est décédé maintenant. C'était un musicien qui avait fait des morceaux, et il y avait quelques morceaux qui étaient restés au stade de maquette. Donc on a utilisé une des maquettes que Pierre a réorchestrée. Après, j'ai vaguement écrit des paroles, et Elina a donné de sa voix, et voilà, on a fait ce morceau comme ça. Elina, qui est quelqu'un d'important pour toi. On la retrouve ici sur l'île, et on la retrouve dans une grande partie des courts-métrages et moyens-métrages que tu as fait. Il y a un projet, je crois, qui s'appelle 21 ans, Oui, avec 21 films, quelque chose là, avec Elina Levenson, sur justement la thématique du corps. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que j'imagine que c'est un travail qui est en cours. Et oui, c'est un travail qui est en cours. Elina Levenson, je l'avais vue dans pas mal de films, les films d'Al Hartley, dans Sombre, etc. Et quand j'ai fait Borrow in the Box, qui est un moyen-métrage que j'ai réalisé en 2011, je l'ai sollicité pour jouer dans le film, où elle jouait à la fois la mère de Borovchak et Borovchak lui-même, donc déjà un homme, j'allais dire, la tête dans une boîte. Et c'était une vraie rencontre cinématographique, et je lui ai proposé un peu naïvement de collaborer avec moi sur une série de 21 films en 21 ans, qui travaillerait comme ça sur l'idée du vieillissement, de mon propre regard sur elle, et puis de sa propre personne. Et c'était comme une sorte de collection comme ça de courts-métrages un peu fantasmés, des fictions à chaque fois. Et donc ça, on en est au 8e cours, et c'est une série de films que l'on fait au rythme d'un film par an, toujours tourné sur support pellicule. Et d'ailleurs, vous allez en montrer 3. Y a-t-il une Vierge encore vivante, Préhistorique Cabaret et Depressive Cop. Et donc ce sont des films, voilà, qu'on travaille chaque année. C'est un rendez-vous annuel, et à chaque fois en essayant de faire quelque chose de différent. Et puis finalement, quand on regarde tous ces films, on s'aperçoit qu'il y a toujours les mêmes obsessions. Donc voilà, Elina, c'est une sorte de Stradivarius, quoi. Donc quand on a commencé
jouer sur un Stradivarius, on n'a plus envie de s'arrêter. Enfin, je ne sais pas si l'image est très heureuse, mais c'est une actrice très, très, très inspirante. Et je la trouve vraiment super dans Les Garçons Sauvages. En tout cas, c'était pas évident d'arriver comme ça à mi-parcours et de s'imposer dans un personnage un peu curieux. Je lui avais donné c'est ce que j'ai fait pour toutes les actrices d'ailleurs, je leur ai donné 2 pôles, 2 références. Pour Elina, c'était Marlène Dietrich dans Marocco et j'ai un trou de mémoire, Klaus Kinski dans Aguirre. Même si elle a le chapeau de Fitzcarraldo, c'était plutôt Klaus Kinski dans Aguirre. J'avais dit, essaye de trouver entre les deux ton ton et ton chemin. Quoi. Et dans les costumes. Alors le costume, oui, c'était vraiment un emprunt à Fitzcarraldo. Ouais. Vous avez des questions? Parce que moi j'en ai plein après, hein, mais on peut passer la nuit. Donc les... Ah oui, pardon. Je voulais savoir quelle était la part de l'improvisation dans les scènes. S'il y avait des dialogues improvisés, parce que j'avais cette impression parfois. Eh ben, non, pas pour les dialogues. C'est assez cousu, assez précis. Après, on répète pas mal pour essayer de trouver une certaine, je sais pas si légèreté est vraiment le mot approprié, mais une certaine aisance pour les actrices. J'enlève le gras, quoi. Mais en revanche, par rapport à l'improvisation, donc on répète beaucoup. On répète dans des salles, donc c'est un peu abstrait hein, de répéter dans des salles des scènes qui vont ensuite être jouées dans la forêt ou sur une plage. Et après, in situ, on répète pas mal. Mais une fois que ces répétitions sont faites, j'essaye de trouver un terrain d'improvisation ou de, comment dirais-je, de pulsion, de jeu corporel dans ce terrain que j'ai bâti autour des actrices pour qu'elles puissent exister, quoi. Si on peut parler d'improvisation, c'est peut-être sur des moments qui sont plus lâchés, plus de l'ordre de la performance, comme la bataille, le corps à corps des garçons avec les plumes qui volent sur la plage. Ça, c'est typiquement une prise une séquence où j'annonce aux actrices en amont. Je précise à nouveau que je tourne sur support pellicule, donc il y a un support un peu compliqué, puisque je fais peu de prises, parce que c'est assez onéreux et assez compliqué. Donc je leur annonce en amont, sur ce plan-là, je ne ferai qu'une seule prise. Et donc elles ont joué en conséquent, et je n'ai fait qu'une prise. Donc voilà, après je fais ce qu'on appelle des jump cuts dans la prise pour faire un condensé, mais là on est dans un élan, et moi-même cadrant, j'entre en communion avec leur chorégraphie, quoi. Donc c'était chorégraphié, cette scène? Il y a des gestes C'était répété, mais après, une fois que j'appuie sur le bouton, l'élan de départ chorégraphié est suivi, puis évolue. Et je les laisse se portés par leur interprétation, quoi. Je n'interviens pas du tout au milieu, quoi. Je ne vais pas leur dire non, ça va pas du tout. Je les laisse faire. Et elles sont complètement en osmose avec les personnages, et elles s'abandonnent complètement dans le jeu. Donc c'est une part d'improvisation, oui. La dimension symbiotique un peu entre l'île et les garçons au niveau de la végétation, etc. Moi, ça m'a vachement rappelé le livre Des rapports étranges de Philippe José Farmer. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Pas du tout, non. Parce qu'en fait, ça raconte, c'est de la science-fiction, c'est un homme qui arrive sur une planète où il est à moitié prisonnier d'une plante qui à la fois lui procure
de sécurité, nourriture et du plaisir, etc. aussi. Et là, dans le livre, au final, c'est un peu ça, il y a un aspect très organique où la végétation va s'adapter un peu, nourrir les garçons. Et ça m'a beaucoup rappelé ce roman-là. C'était juste par curiosité, je me demandais. Ben non, je ne connais pas ce roman. Vous pouvez me redire Des rapports étranges. D'accord. En fait, c'est un recueil de 5 nouvelles, un peu sur le même thème. Et qui est l'auteur? Philippe José Farmer, qui est des années 50, il me semble. Eh bien, écoutez, je vais lire. Ça m'intrigue beaucoup. Et pareil, du coup, pour les fruits, en fait, juste vraiment les fruits en eux-mêmes, ça m'a beaucoup fait penser aussi à une autre nouvelle, dont j'ai plus le nom, mais de Christopher Priest. Romancier de SF aussi, mais... Ben non plus, Vraiment, le thème est assez similaire, en fait, avec des fruits comme ça qui sont mangés et qui changent un peu les gens. Enfin, c'est un autre rappel aussi. Ben écoutez, voilà, j'aurais découvert de romans que je ne connaissais pas. Et celui-là, c'est L'archipel des rêves, c'est aussi un recueil de nouvelles. D'accord. Bon, je ne sais pas si je vais tout retenir, mais merci pour les tuyaux, j'allais dire. Moi, j'ai été nourri en termes de science-fiction et d'auteurs fantastiques, par Burroughs, ça je l'ai beaucoup dit, mais aussi un film comme La Plaine sauvage de Lalou et Topor m'a vraiment influencé pour cette notion de faune, flore, cruelle, quoi. Enfin, à la fois pouvant donner du plaisir,